Bonjour à tous, bienvenue sur ce live, bienvenue sur le deuxième live de Exist by ISCPA sur Instagram. On va attendre un tout petit peu que tout le monde arrive. Bienvenue, il est 16h30, 31, on est presque à l'heure pour lancer ce live 16h30. On va commencer, bienvenue sur ce live qui aujourd'hui est dédié sur la santé mentale des étudiants et des jeunes, et en particulier donc aujourd'hui les étudiants en médecine, comme nous le verrons. Exactement, Alexandre, bonjour à tous. Aujourd'hui, nous recevons Lisa, étudiante en médecine que vous avez pu découvrir sur notre site internet, et si ce n'est pas le cas, on vous invite à aller lire le papier de Benjamin Loriol et à nous suivre sur nos différents réseaux sociaux. Oui, tout à fait. Et donc voilà, les différents reportages, les différents podcasts, les articles et les témoignages sont déjà disponibles sur nos réseaux sociaux et sur notre site internet. Évidemment, on vous invite à aller les voir le plus rapidement possible si ce n'est pas déjà fait. Vous les connaissez tout autant que moi, mais on va faire un petit récapitulatif. Nous sommes visibles et disponibles de partout sur les réseaux sociaux, Twitter, Instagram, Facebook, YouTube, mais aussi TikTok et Snapchat. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour sur ces réseaux sociaux pour voir tout notre contenu depuis le début de notre live, de notre média, pardon. Et voilà, si vous arrivez tout doucement, je ne sais pas exactement combien on est aujourd'hui avec Julien. On est 14. Bon, on va être 14 et puis on va arriver petit à petit. Voilà, donc vous arrivez tout doucement. On va vous présenter le programme de ce second live. Tout d'abord, la chronique de Léa qui arrivera dans quelques secondes, qui vous parlera du mal-être naissant des étudiants depuis le début de la crise sanitaire de mars dernier. Ensuite, nous enchaînerons avec évidemment la séance de questions-réponses avec Lisa, dès qu'elle nous aura rejoint. On compte sur vous pour nous poser des questions, pour lui poser des questions, pour qu'on ait une interaction et qu'on puisse répondre à vos questions et à vos interrogations avec Lisa. Voilà, on est là pour ça. Donc voilà, je pense qu'on va passer à Léa. Je pense que tu as tout dit, on passe à Léa. C'est l'heure de la chronique de l'implication des jeunes en médecine depuis le début de la crise sanitaire et les conséquences que cela a engendré. Bonjour Léa. Bonjour à tous, bienvenue sur ce live. Pour l'instant, on va commencer par un petit récap de la mobilisation des étudiants en médecine durant la crise sanitaire de cette année passée et puis forcément peut-être de celle qui va arriver. Alors une dure année pour les futurs médecins, au début de la crise et au premier jour de celui qu'on appelait plus communément le premier confinement, rappelez-vous, environ 65% des étudiants en médecine étaient réquisitionnés au chevet des patients ou pour d'autres missions. Parmi eux, des volontaires bien sûr, mais au lendemain du second confinement, les chiffres font peur. Et l'impact sur la santé mentale et physique de ces étudiants ont fait émerger des études pour le moins inquiétantes. Le 26 octobre dernier, des associations d'étudiants en santé issues de toutes branches, pharmacie, biologie, dentiste ou encore sage-femme, ont signé un communiqué commun pour protéger leurs conditions de travail. Alors pourquoi ? Eh bien en cause des chiffres qui, je vous le disais un petit peu tout à l'heure, sont alarmants. Selon l'ANEMF, comprenait l'Association nationale des étudiants en médecine de France, sur la première vague de Covid-19, 6 étudiants en médecine sur 10 étaient sans contrat de travail, 4 étudiants sur 10 sans temps pour suivre leurs études et 5 étudiants sur 10 en situation de détresse psychologique. Après un tel constat, la rédaction d'Exist by ISCPA vous propose ce soir de parler avec une étudiante en médecine. Et pour ça, je repasse la main à Alexandre et Aris pour la deuxième partie de ce live, à savoir l'interview. Merci beaucoup Léa, on se retrouve dans un prochain live évidemment. Tout de suite, donc voilà, on va attendre que Lisa arrive. Lisa, si tu es en ligne, n'hésite pas à nous donner une notification que Julien, qui est toujours derrière la caméra, puisse te faire arriver dans ce live. Voilà. C'est bon, elle est là. Salut, Parfait. Lisa. Bonjour à tous. Est-ce que tu nous entends bien? Oui, je t'entends très bien. Et vous aussi? Ouais, c'est parfait, nickel. Ok, super. Voilà, on va faire une petite présentation pour ceux qui ne te connaissent pas encore. Lisa, bienvenue, merci d'être avec nous. Tu as 21 ans et tu étais en troisième année de médecine au moment du début du sanitaire, vers Nîmes, je crois, à Nîmes, il me semble. C'est ça, voilà. Donc voilà, merci d'être avec nous. Du coup, je pense qu'on va commencer directement avec les premières questions et je pense qu'on va commencer avec une des questions qu'on a reçues, peut-être en live directement. Oui. En fait, on a reçu déjà des questions avant ce live sur notre compte Instagram. Ouais. On va vivre avec les questions qu'on a reçues avant, les questions que nous recevrons en live et qu'on vous invite à envoyer. Et voilà, donc on va commencer tout de suite avec une question de Romain pour toi, Lisa, qui demande ce que tu as ressenti en allant sur le terrain avant la fin de ta formation, en fait. Et bien du coup, en fait, ce qui était un petit peu déstabilisant, c'est qu'on n'avait pas forcément été particulièrement préparé à des gestes spécifiques.
étant donné que la fac était fermée donc assez rapidement, on n'avait pas forcément de cours là-dessus. Donc au final, ceux qui ont été amenés en stage avaient pas forcément de formation particulière pour le Covid. Et puis ceux qui étaient pas directement pris en charge, on était un peu laissés à nous-mêmes, livrés à nous-mêmes. Les professeurs avaient un peu autre chose à faire, les médecins étaient pris un petit peu sur autre chose, donc on était un peu laissés sur le côté, à pas forcément trop comment savoir agir quoi du coup. Et du coup, est-ce que quand même tu dirais que ça s'est plutôt bien passé dans l'ensemble? Oui, dans l'ensemble, ça s'est très bien passé dans la mesure où c'était quand même formateur, mais il fallait de nous-mêmes essayer de s'imposer un petit peu pour arriver à agir, parce que sinon on n'était pas forcément très très sollicité. D'accord. En parlant de terrain, les 2 et 3 décembre dernier, tu t'es porté volontaire afin d'aider le personnel hospitalier. Est-ce que tu peux nous expliquer ton choix? En gros, si la question c'est vraiment de répondre à qu'est-ce qu'on devait faire en fait sur le moment. Ce qu'on était amené à faire, en fait, on avait donc, il y a une annexe du centre hospitalier qui est le centre de cancérologie. Et en fait, à ce moment-là, on devait en fait filtrer à l'entrée de ce centre-là pour faire en sorte que des gens qui aient des symptômes ou quoi ne soient pas en contact avec des gens qui étaient donc ici en consultation de cancérologie. On devait en fait faire attention à ce que les gens respectent bien les mesures barrières. Et on devait essayer de dissuader un petit peu les accompagnateurs en fait de rentrer. D'accord. Et donc, la question aussi de base, c'était pourquoi en fait tu as décidé de te porter volontaire? Comment cette idée t'est venue? Est-ce que vous en aviez parlé avant la fac et c'était un élan de solidarité de plusieurs étudiants? Oui, en fait, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui était proposé à toutes les années de médecine. Et on s'est dit que nous qui étions un petit peu au début des années de médecine, on avait le temps, entre guillemets, et qu'il fallait d'une part qu'on donne un peu l'exemple, de montrer qu'il y avait une solidarité autour de tout ça. Et en plus de ça, ça pouvait être intéressant aussi pour nous de voir vraiment comment ça se passait. Et c'est vrai que c'était quelque chose qui était quand même proche de nous. Donc on avait, voilà, c'est un exemple à donner en y allant, en aidant un petit peu. Voilà. Quelles difficultés t'as rencontrées là, durant ces 2 jours? Pardon, excusez-moi? Les difficultés que tu as rencontrées? Oui, en fait, c'est une difficulté qu'on rencontre aussi à l'hôpital. C'est un petit peu de s'imposer et d'avoir une certaine légitimité alors qu'on est entre guillemets qu'en études et d'avoir nous-mêmes la sensation d'être un peu crédible alors qu'au final, des fois, on est un peu déstabilisé et c'est normal, mais c'est comme ça qu'on apprend sur le terrain. Mais voilà, surtout ce fait de savoir s'imposer un petit peu face à des gens qui sont un petit peu soit laxistes, soit simplement nous prennent pas forcément trop au sérieux. D'accord. Alors, on a Nicolas Delattre qui demande est-ce que la crise du Covid a changé ta façon de voir le métier? Je dirais que du coup, c'est pas forcément quelque chose de négatif, mais dans le sens où, et c'est ce que je disais à Benjamin quand il m'avait posé les questions, ça a fait prendre la mesure du fait que si jamais il y a une crise, par exemple sanitaire, qui vient toucher une société, sans me paraître pompeux ou quoi que ce soit, mais si la santé est menacée, en fait, tout s'arrête et tout est figé. Et du coup, ça m'a plutôt plus que paralysée, ça m'a donné en fait encore plus l'envie de m'impliquer et ça m'a encore plus passionnée parce que on voyait que c'était vraiment nécessaire en fait au fonctionnement d'une société et juste ça a fait prendre en fait l'importance de notre action. Ouais. Ok, très bien. Une autre question aussi de Ludivine que nous avions reçue avant sur Instagram qui te demande si toi et donc tes collègues, est-ce que vous avez été rémunérés pour le travail et puis l'aide que vous avez apporté tout simplement au service hospitalier? Ouais, alors du coup là pour l'action qu'on a fait là donc de filtrage en fait à l'entrée du centre de cancérologie, ça pour le coup c'était quelque chose qui était bénévole. Donc là pour le coup c'était vraiment quelque chose on le savait hein, que ça ne serait pas rémunéré. Maintenant à partir de la 4e année, on a des stages qui sont eux rémunérés et en ce moment du coup il y a en plus une réforme concernant cette rémunération donc qui tend à être augmentée. Mais là, pour le coup, c'est quelque chose qui est totalement en discussion. Là, ça a été un petit peu contesté le fait que les filtrages qu'on ait eu à faire à l'entrée du centre de cancérologie ne soient pas rémunérés. C'est quelque chose qui était un peu contesté parce que on prenait quand même vachement sur notre temps et c'est un fonctionnement qui a été d'abord mis en place au premier confinement, non rémunéré, et qu'ils ont remis en place de manière non rémunérée au deuxième. Donc voilà, c'est quelque chose qui était un peu en discussion. D'accord. Et en parlant d'aide, est-ce que tu serais prêt à retourner aider le personnel hospitalier si l'épidémie repart de plus belle, bien sûr, chose que l'on ne sait pas?
Bien sûr. Du coup, oui, bien évidemment. Maintenant, c'est vrai que peut-être que quelque chose de, au-delà de la rémunération, mais juste quelque chose de plus cadré, c'est ça qu'on aimerait bien essayer d'aider à mettre en place. Parce que au-delà de voilà de l'aspect financier, c'est vrai qu'on était un petit peu livrés à nous-mêmes. Après, c'est normal, hein, bien évidemment, on le comprend parce que c'était un peu dans la panique et dans l'urgence. Tout le monde essaye de faire au mieux, c'est sûr. Mais quelque chose de plus cadré pourrait être plus efficace en tout cas. D'accord, très bien. Une autre question également de Margot qu'on a reçue sur Instagram qui demande si la crise actuelle, la crise sanitaire, est-ce qu'elle t'a donné envie de tout quitter vis-à-vis du milieu professionnel ou au contraire, est-ce que ton ambition et ton envie Ouais. de travailler dans ce secteur a été multipliée pendant la crise sanitaire? Ouais, non, de base, c'est vraiment quelque chose qui me plaît, donc j'ai jamais hésité sur mon envie à faire ça. Voilà, comme je disais un petit peu tout à l'heure, nous, au contraire, ça m'a jamais donné envie de tout arrêter, bien au contraire, ça m'a montré à quel point ça nous permettait aussi de comprendre en fait des problèmes que tout le monde, auxquels tout le monde discute autour de ça, tout le monde parle de ça. Mais au final, la physiopathologie de la maladie en elle-même, bah, nous, on a beaucoup plus de possibilités de la comprendre, donc on peut avoir un regard totalement beaucoup plus, je dirais, global sur des problématiques comme le vaccin, tout ça. On peut un peu mieux comprendre en fait vraiment le fond de la chose et du coup avoir un avis plus tranché là-dessus. Euh, pour revenir à l'article qui est d'ailleurs toujours disponible sur notre site, tu parles d'inégalité entre étudiants en médecine et entre filières. Est-ce que tu peux nous expliquer ces inégalités? On parlait donc notamment avec Benjamin par rapport au stage, du fait que au-delà d'inégalités beaucoup plus profondes, mais quelque chose qui s'est fait ressentir seulement parce que c'était un problème d'organisation et d'administration. Mais par exemple, notre promo était divisée en deux groupes. Et pour des soucis de du coup confinement, hein, qu'on comprend très bien, il y a un groupe qui a eu des stages et l'autre groupe qui n'a pas eu de stage. Et en fait, bon, ça, on peut rien y faire, mais là, en janvier, le groupe qui avait commencé les stages a, lui, en fait, recommencé les stages, alors que le deuxième groupe n'en a toujours pas eu et ils ont juste pas interverti. Ce qui fait que c'est juste pour un souci administratif. Mais ce qui fait que, bah, au final, il y a certaines personnes qui vont peut-être avoir la possibilité de tester moins de terrains de stage et du coup peut-être moins avoir de regard sur les spécialités et pouvoir moins choisir, parce qu'on sait encore pas tous les spécialités qu'on va choisir, moins savoir quel service vers quel service se diriger, quoi. Et donc c'est un manque d'organisation générale ou c'est que vu que ça a été soudain, voilà, ça a été compliqué? Je pense que c'est déjà le fait que c'est soudain, ça a un peu aggravé la situation. Mais de manière générale, la communication avec l'administration et avec les doyens et tout ça est toujours un petit peu, c'est toujours un petit peu compliqué, étant donné que en fait, ça interfère par beaucoup d'intermédiaires, notamment du coup l'hôpital, des professeurs qui sont à la fois médecins et professeurs. Donc du coup, c'est un peu délicat parce que nous, à la fois, on est censé pouvoir les aider, mais on veut pas non plus. Enfin voilà, on sait pouvoir les aider, mais il faut qu'on se forme pour ça et on peut se former que sur le terrain. Donc pour le moment, c'est un petit peu délicat. Une question en direct. On a une question de Hugo qui demande quel serait le message que tu voudrais faire passer à nos responsables, peut-être plus d'aide ou plus de reconnaissance. Alors du coup, ça c'est totalement en lien avec donc la réforme en fait de tous les cycles qui est en train de se faire actuellement, donc à la fois de la PACES, mais aussi de tous les cycles de la médecine. Qui est en fait dans cette dynamique-là de revaloriser du coup le statut de l'étudiant en médecine, l'étudiant de manière générale, que ce soit par un aspect financier, mais un aspect aussi de cadrage et de législation en fait, notamment de notre statut en stage. Donc du coup, c'est vraiment déjà une demande qui a déjà été faite et qui est en train de prendre forme et de prendre encore plus d'ampleur. Et en fait, de Covid, donc qui s'inscrit là-dedans, a renforcé encore plus cette place-là et la place du personnel soignant de manière générale en fait. Donc ça, c'est quelque chose qui devient encore plus concret justement avec une crise comme ça. C'est un peu l'aspect positif si on peut dire ça comme ça. D'accord. On va en profiter. Donc, on commence à arriver vers les dernières questions que nous avons reçues en préparation de ce live. Profitez-en de poser vos dernières questions avant que le live se termine et qu'on laisse Lisa retourner à ses occupations. On ne va pas la déranger pendant des heures. On a une question, la dernière qu'on a reçue en avance de Manu, qui demande si est-ce que tu as dû faire face à des situations compliquées où, par exemple, des médecins ont dû faire des choix dans les personnes à, entre guillemets, sauver à cause du manque de matériel durant la crise sanitaire, en tout cas au plus fort de l'épidémie, lors du premier confinement.
Ok. Alors du coup, donc moi, je suis encore qu'au début, donc j'ai pas encore vu énormément de stages. Donc ça, c'est vraiment une problématique que de base on a même hors Covid. Ce qui est sûr, c'est que il y a souvent eu donc dans des services euh, en fait une contamination dans l'entièreté du service, que ce soit les patients mais aussi le personnel. Et du coup, en fait, il fallait attendre que l'intégralité du service soit soignée pour pouvoir accueillir de nouvelles personnes. Et du coup, c'est ça qui complexifie toute l'organisation et le fait que du coup, certaines personnes ne pouvaient pas être acceptées dans les services spécialisés parce qu'en fait, le service en question était encore covidé, voilà. Et du coup, il fallait attendre que toutes les personnes soient soignées et soient sorties pour pouvoir réouvrir ce service spécialisé-là. Donc là-dessus, c'était pas forcément un cas en particulier, mais c'était vraiment une dynamique complète de réorganisation de l'hôpital en fonction de ça. Et du coup, certaines pathologies qui ont été un petit peu des personnes qui ont été un petit peu retardées dans leur traitement parce que le service en question était complètement contaminé, quoi. Voilà. Pour finir, Christian, après, Lisa. vu que, surtout au plus fort de l'épidémie, notamment ce qu'on disait tout à l'heure, nos dirigeants, ce genre de choses, l'un des facteurs principaux de la propagation de l'épidémie était, selon eux, beaucoup les jeunes. Est-ce que tu penses, toi, en ayant du coup été directement en contact du personnel soignant, est-ce que effectivement les jeunes ont été l'un des premiers facteurs de transmission du virus? Et si c'est le cas, ou même pas forcément, est-ce que du coup, vu que notre média s'adresse aux jeunes, est-ce que tu as un message à ces jeunes qui doivent faire face à une épidémie en plein milieu de leur jeunesse? Mmh. Du coup, je dirais que d'un point de vue médical, ça c'est un fait, mais juste de notre point de vue qu'on soit étudiant, en fait, un truc qui est très difficile à se dire, c'est de se dire dans tous les cas, j'ai pas fait très attention de jusque-là, ça sert à rien que je fasse attention dès maintenant, c'est pas cohérent. Je pense qu'il est jamais trop tard pour essayer de faire attention et essayer de faire au mieux qu'on peut. Donc même si jusque-là on n'a pas été très très regardant, il n'est pas trop tard pour essayer de faire le maximum en essayant de penser au fait que si nous on peut agir, autant essayer de le faire pour ceux qui ne le peuvent pas et qui subissent juste la situation. Donc il est jamais trop tard pour essayer de limiter les sorties qu'on fait et faire juste du mieux qu'on peut, même si c'est des petits trucs, juste au moins si c'est juste par bonne conscience. Petit à petit, ça peut donner l'exemple à tout le monde et ça peut essayer d'arranger la situation, même par des actions minimes, quoi. Parfait. Merci beaucoup, Lisa, d'avoir été avec nous dans ce live. Merci à vous. Pour ton temps et pour l'article de Benjamin et pour ce live. Merci beaucoup de ton temps et puis on souhaite tout le meilleur pour le service. Merci beaucoup. Pour Avec la... plaisir. Bon courage à vous aussi. Merci. Salut. Pour tous les autres, on vous dit à bientôt pour ce live, pour un prochain live dès demain. Tenez-vous bien au courant, regardez bien nos stories sur Instagram, notamment pour suivre le prochain live. Aris, merci. Merci à toi, Alexandre. Merci à Lisa aussi pour son temps. Merci et on se retrouve demain. Au revoir, bonne soirée. À demain.